Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres du journal. Grand Magal de Touba, jour J-2. Au sein des Daïra, les préparatifs vont bon train. Les fidèles mourides s'attellent au dernier réglage dans le respect strict des mesures barrières. Déboisement et construction sur la bande des Filao, course sur la VDN. Le paradoxe a fait la une du quotidien cette semaine. Malik Sissé nous amènera à la rencontre de son auteur. Et notre article du jour s'intéresse à Mamadou Wad, professeur d'anglais. L'enseignant nous parle des moments forts qui ont marqué sa carrière. Aujourd'hui, il court derrière 15 mois d'arriérés de salaire. Tout de suite, le développement. Soyez les bienvenus à quelques jours du Grand Magal de Touba, à l'heure et au dernier réglage au sein des Daïra, une organisation bien maîtrisée par les membres qui prennent en compte les recommandations du Khalif général des Mourides, notamment le respect strict des mesures barrières. Mamadou Lamine Fati, reportage. Ils sont habitués à l'organisation du Grand Magal de Touba. Les daïras ont un système bien huilé, comme celui du daïra Miftahul Nasri de Guédiawaye. Ñu ngi ci programme magal gi daanaka sax liñ naan yegg nañ ci cappaandaw ga dem moo des tey nag lañu war a départ ci bisu samedi bi ñu ngi war a jógee fii 21h. Nous sommes au tournant de l'organisation. Nous devons même partir cet après-midi à partir de 21h. Moi, je suis chargé de l'organisation. On a réparti les tâches comme l'alimentation et le matériel. D'autres sont chargés des bâches et des chaises et tout ce qu'on peut utiliser à Touba. Tout ce qui est décoration et ornement, donc il y a d'autres personnes qui s'en chargent. En plus, il y a d'autres qui sont chargés de l'eau, l'alimentation, tout ce qui est restauration, c'est eux qui le font. waaw ku mel ni Tamsir tamit di jëm ci wàllu ndox yeeg affaire ginaar yeeg wàllu ndawal di jëm ci màgg gi yëpp moom moo ko yor waaw noonu daal lañ ko organiser. Pour se rendre à Touba, les daïras s'y prennent un mois à l'avance. bu fekkee li ñu en tant que jëwriñ organisation. En tant que responsable de l'organisation, on a responsabilisé une personne pour préparer le transport. Toute personne qui doit partir, qui est dans notre daïra, doit cotiser 40 000 pour les hommes et 30 000 pour les femmes. Si quelqu'un n'est pas de notre daïra, il fait 10 000 francs aller et retour. Donc nous, cela fait un mois que nous avons déjà réglé tout ce qui est transport avec la personne qui est en charge de cela. Et tout est OK jusqu'à présent. Le comité d'organisation prend en charge l'hébergement et la restauration. Le jour de Magal, à notre arrivée, donc nous allons faire des récitals de Khassida toute la journée et toute la nuit. Donc tout ce qui est restauration, tout ce qui est alimentation, nous le préparons pour tous ceux qui sont du Daïra et tous ceux qui viennent pour le Grand Magal. À quelques jours du Grand Magal de Touba, à Guédiawaye, les daïras sont déjà prêts à rejoindre leur site d'accueil. Tout est fin prêt pour un bon Magal. Mais comme le veut le Khalif général, il faudra se rappeler des contextes de pandémie et ainsi prendre toutes les dispositions pour se mettre à l'abri des risques de contamination. Mamadou Lamine Fati, rien que 2 jours nous séparent du 18 Safar. Beaucoup de Sénégalais rallient la ville sainte. À côté, d'autres ratent l'occasion contre leur volonté et les raisons sont multiples. Youssouf Konté. C'est la même amertume chez toutes ces personnes rencontrées. Elles auraient aimé être actuellement à la ville sainte de Touba. Cette dame, pour sa part, ne s'est pas rendue à Touba à cause de la Covid-19. À vrai dire, j'avais l'intention de partir à Touba, mais à cause du coronavirus, je suis resté. En plus, les moyens font défaut. Mais Serigne Touba, c'est déjà ce qui est dans nos cœurs. Ceux qui sont partis n'ont qu'à prier pour nous. Ndeye Nguissali n'est pas la seule dans cette situation. Elle nous guide chez son voisin. Ce septuagénaire est meurtri. Je suis allé à Touba depuis 1960.
Depuis lors, une seule année, j'ai loupé Touba. Il y a de cela 3 ans, j'étais malade. Mais je ne me souviens pas un seul jour, une seule année où je ne suis pas allé à Touba. C'est dommage qu'aujourd'hui, j'ai un ami intime qui est décédé. Je viens de la mosquée comme ça. Et je suis un des responsables de sa famille. Je ne peux pas les laisser. Mais mon intention, c'était d'aller à Touba. Pendant plus de 25 ans, Abdoulaye Seck se rend à Touba. Cette année, pour des raisons de santé, il est retenu à Dakar. Non, question de santé, c'est parce que je suis malade que je ne suis pas parti. Sinon, à pareil moment, je serais déjà à Touba en train de célébrer le grand Magal. C'est ma santé qui ne m'a pas permis vraiment et ça me fait mal. Touba est le point de ralliement de millions de Sénégalais venant de partout dans le pays. À Dakar, certains n'ont pas pu aller au grand Magal de Touba pour des raisons diverses. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est l'appui du service régional de la couverture maladie universelle aux mutuelles de Mbour depuis la pandémie de la Covid-19. C'est ce qu'indiquent les responsables de la CMU. C'était en marge d'une remise de matériel contre la Covid-19. Muntaga Khan. Profitant de la remise de matériel de protection contre la Covid-19 destiné aux mutuelles du département, Serigne Tall, du service régional de la CMU, a annoncé que l'État a octroyé plus de 100 millions de francs à l'Union départementale des mutuelles afin de minimiser les impacts de la pandémie. Depuis que la Covid s'est installée, le taux de fréquentation des structures de santé a considérablement baissé. L'État, à travers la CMU, a libéré des subventions pour permettre aux mutuelles d'avoir une bonne santé financière, mais aussi de pouvoir faire face à la Covid-19 et accompagner leurs structures de santé respectives. Nous avons accompagné ce centre de santé avec le comité départemental. Et le comité départemental estime que les mutuelles du département de Mbour se portent bien. Au niveau du département de Mbour, nous avons fait une mutuelle en souffrance. Parce qu'aujourd'hui, dans le département de Mbour, on ne trouve pas de mutuelles en difficulté. Au contraire, on a de très fortes mutuelles. L'État y a beaucoup contribué. Il a libéré l'ensemble des subventions qui s'élèvent à plus de 100 millions de francs CFA. On a ici de fortes mutuelles qui pourront prendre en charge leurs malades en 2020 et 2021 sans connaître de déficit. Seulement l'État ligue, mais partenaires aussi ligue. Pour l'instant, ceux qui souffrent de maladies chroniques ne peuvent pas bénéficier des services des mutuelles, ce qui pose un problème d'équité. Édimbourg, nous passons à Sandiara où la mairie a octroyé un fonds de relance des activités économiques aux femmes de la commune. 100 millions de francs CFA pour les campagnes agricoles et maraîchères. Le financement est le fruit d'un partenariat entre la mairie et l'Institut mutualiste communautaire d'épargne et de crédit et le FONGIP. Serigne Gueye Diop, maire de Sandiara, est au micro de Muntaga Khan. Il s'agit d'un fonds de 100 millions destiné d'abord aux femmes. Une cinquantaine de millions, pour préparer d'abord la campagne agricole, la campagne de melon, préparer la campagne maraîchère qui va venir, mais préparer également le retour des nouveaux projets, les projets du port sec, les projets du marché de Sandiara, les projets de la zone industrielle, les projets d'HLM. Comme vous le savez, Sandiara se positionne comme un secteur économique vital pour l'économie sénégalaise. L'autre branche, l'autre section qui est concernée par ce financement, c'est les artisans de Sandiara. Vous savez que les artisans étaient impactés, je veux dire les menuisiers de Sandiara, les mécaniciens, mais aussi les transporteurs, les tailleurs. Tout le monde était impacté par cette Covid. Ce fonds permettra également de relancer leur activité. D'une manière générale, ce fonds va permettre, dans un an, de créer un PIB de l'ordre de 250 à 300 millions, de permettre à l'ensemble des femmes de Sandiara, mais à l'ensemble de notre secteur privé, local, de pouvoir travailler, de vaquer à ses occupations. Dépendance et violence économique, le centre conseil pour ados de Kolda brise les chaînes. Un groupe de jeunes non scolarisés, de jeunes filles non scolarisées a été formé dans la fabrication de savon à base d'huile de palme, de moringa et de beurre de karité. Formation axée donc sur les produits locaux, accessibles à toutes les bourses. Seydou Diatta. Le Centre Conseil pour adolescents de Kolda poursuit sa série de formation des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de renforcement du capital humain et de la promotion des jagères pour concrétiser l'autonomisation de la femme.
C'est la énième cohorte, cette fois-ci composée d'adolescentes non scolarisées, à saisir l'opportunité d'une seconde chance dans la fabrication de savon à la dimension du pouvoir d'achat de la majorité des consommateurs. Durant cette formation, on a eu à produire 3 types de savon, un savon simple, du savon à l'huile de palme et du savon antiseptique avec du nebedaï, le moringa et du beurre de karité. C'est des jeunes filles non scolarisées et de leur permettre d'avoir une activité génératrice de revenus. Au regard des conséquences de la Covid-19 sur l'économie nationale, le redressement passe aussi par le développement des AGR à travers la valorisation des potentialités locales. La réflexion et le plaidoyer, c'est qu'en 2021, qu'on puisse mettre le focus sur les AGR des adolescents. Cela veut dire qu'à partir de moyens locaux, des solutions locales, les jeunes peuvent augmenter leurs revenus. Surtout l'aspect d'autonomisation des adolescentes, qui sont notre cible. Pour la troisième adjointe au maire de Kolda, Mme Djeneba Diak, autonomiser la femme, c'est aussi contribuer au développement et à la réduction des formes de violence basées sur le genre. On est en train de lutter contre une dépendance, en plus lutter contre une autre violence qui est une violence économique. Vous avez quitté l'école, certes, peut-être par manque de moyens, mais la femme est toujours utile. L'autonomisation nous permet de nous affirmer et de participer au développement de notre localité. Un autre groupe, mais cette fois-ci des élèves, va emboîter le pas à ces filles pour une capacitation en informatique. Coronavirus à présent, 17 nouvelles contaminations sur un total de 1337 tests. Aucun décès enregistré, 9 cas graves sont admis en service de réanimation et 57 patients sont déclarés guéris. Se faire livrer le repas au travail, une tendance qui fait tache d'huile à Dakar. Certaines entreprises même contractent avec des traiteurs pour faciliter la tâche à leurs employés. Oumar Khan. Sadio et ses collègues semblent en course contre la montre. Nous sommes chez un traiteur. Ici, on cuisine pour des employés qui travaillent dans des entreprises. On a déjà conçu le menu la veille, le matin ou plus tard à 8h, 8h30. Les commerciaux ils commencent à envoyer les textos, les menus à tout le monde. En tout cas, les clients qui sont répertoriés dans notre registre, on les envoie les textos. Le principe du début, c'est que la commande devait être validée entre 8h30 et 11h pour faciliter la livraison. Et à chaque fois, quand quelqu'un commande, on valide en fonction de la disponibilité. Il y a jusqu'à 2 menus, 3 menus maximum par jour. Donc, il y a un plat sénégalais, ou des fois 2 plats sénégalais, et un autre plat occidental par jour. Une clientèle exigeante, très à cheval sur l'hygiène. Les clients sont exigeants, hyper exigeants, et moi je trouve ça normal. Parce que quelqu'un qui ne va pas là où on cuisine, il va un petit détail sur le truc, il va penser ce qui est derrière, est-ce que c'est pas pire? C'est pourquoi on communique beaucoup avec les clients. On essaie de faire de telle sorte que moi-même qui vous parle, chaque plat qu'on fait ici, moi je pense que c'est moi qui vais manger ça. Du genre, quand vous les livrez, vous voyez voilà maintenant, c'est très propre. Il n'y a aucune tache. En fermant, vous avez touché de l'eau ou bien quoi que ce soit, vous mettez votre main et il y a une tache. Et les clients vous disent que... mais ça m'a plat. Quand j'ai reçu mon plat, il y a une tache là. Hein, c'est pas propre. Aujourd'hui, on fait de notre mieux pour que ces genres de réclamations nous reviennent pas. Quoi. Le menu leur est proposé la veille et les commandes livrées au travail. Aujourd'hui, 3 plats sont au menu. Aujourd'hui, nous avons préparé du sebon. Il y a aussi du mbahalou saloum et du foie grillé. Tous les plats sont prêts. Nous nous apprêtons à les livrer. Midi, toutes les commandes sont déjà prêtes. Prêtes à être livrées. Cette employée d'une entreprise de la place souhaite se faire livrer tous les jours. Elle juge cette démarche plus efficace. Voilà, et là où j'étais, dans l'entreprise là où j'étais, ils me livraient les repas et tout, avec mes collègues et tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Voilà. Vous n'avez pas le temps de sortir, voir à côté?
Effectivement, donc on est tellement pris par le boulot qu'on ne voudrait pas empiéter sur nos heures de travail. Donc on préfère être livré, c'est plus rapide, plus sain et voilà. La livraison de repas au travail, bien qu'à la mode, n'échappe pas pour autant à la crise sanitaire du coronavirus. Déboisement et construction sur la bande des Filao, course sur la VDN. Voilà le principal titre de l'une des parutions du quotidien cette semaine. Le journal parle de paradoxe dans un Sénégal qui est en pleine promotion des espaces verts. Babacar Gueye Diop est l'auteur de ce dossier. El Hadj Malick Cissé et Cheikh Diop l'ont rencontré pour l'article de la semaine. Le littoral de Guédiawaye, une bande à spéculation. Un sujet qui préoccupe le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication a mené l'enquête. Oui, cette enquête a duré au moins 45 jours. Il m'a fallu presque 45 jours pour pouvoir réaliser cette enquête. Je me suis dit au moment où il y avait la polémique sur le foncier, il y avait l'affaire Ndengler, il y avait l'affaire du foncier à Ouakam, il y avait beaucoup de litiges fonciers. Moi j'ai vu qu'à Guédiawaye aussi, il y avait des litiges fonciers qui étaient en tout cas mis sur la place publique par des activistes. Maintenant, je me suis dit qu'il ne fallait pas prendre en tout cas un aspect de la chose. Je suis allé dans le fond. Je suis allé là-bas, je me suis renseigné sur la bande des Filao et je me suis aperçu que la bande des Filao a été mise en place par l'administration coloniale durant les années 40 et que c'était une bande qui était mise en place avec les Filao pour pouvoir arrêter les dunes de sable d'abord parce que c'est à côté de la mer. Donc dans le reportage j'ai vu quelques installations anarchiques. Bon, je me suis renseigné et on a dit que ce sont les magistrats qui étaient là-bas. Il y a 4 hectares. Je me suis renseigné pour avoir le décret. Ce n'était pas facile, mais finalement j'ai eu le décret. Objet de toutes les convoitises, en violation de toutes les normes environnementales, le littoral est devenu aujourd'hui l'objet d'une course le long de la VDN. Au niveau de la VDN, vous voyez les installations qui ont, en tout cas, avec la foire, de ces installations qui ont vu le jour. Et c'est la même chose qui se produit aujourd'hui à Guédiawaye. Guédiawaye avec l'érection de la VDN qui devrait en tout cas aller jusqu'à Saint-Louis. Aujourd'hui, il y a une course des douaniers, des magistrats, des syndicats des agents des impôts et domaines là-bas pour pouvoir occuper ne serait-ce qu'une parcelle. Pour que demain, lorsque en tout cas Guédiawaye, en tout cas la bande des Filao sera une vraie ville, ces gens-là pourront spéculer. Et j'ai vu même, là aussi j'ai eu des actes de vente, ça a commencé, des ventes à 11 millions, des appartements à 20 millions à Golfe Sud. Donc pour tout ça, je pense que c'est une course. Il y a des parcelles à rentabiliser là-bas parce que il y a des gens qui ont des parcelles là-bas mais qui n'occupent pas, en tout cas qui n'occupent pas les sites. Ils attendent que le site soit une vraie ville pour pouvoir vendre ça et spéculer. Autre aspect fruit de l'enquête de mon confrère, le détournement d'objectifs qu'il a constaté à Yeumbeul Nord, des parcelles à la place d'infrastructures sociales de base. Lorsqu'il y avait le maire Lamine Diédhiou, en tout cas, parce que Yeumbeul était victime des inondations. Donc le maire Lamine Diédhiou, qui n'est plus là, il a été remplacé en 2014 par le maire Daouda Ndiaye. Il avait écrit l'ancien maire pour demander une extension de la commune de Yeumbeul Nord, avec certes des parcelles, mais avec des salles de sport, avec des maisons de jeunes, avec des parcs artisanaux et tout ça. Aujourd'hui, si vous faites le déplacement là-bas, rien de tout ça n'est respecté. Alors que le président de la République a déclassé 23 hectares pour la commune.
Et ces 23 hectares aujourd'hui sont en train d'être transformés en parcelles et ils sont vendus par des conseillers municipaux. Et là aussi, on a eu des actes, des officiers d'état civil, des conseillers municipaux. Et il y a même une délibération de 76 pour 76 conseillers qui doivent avoir chacun une parcelle. Donc ça, c'est un détournement d'objectif parce qu'à la base, ce qui a conduit au déclassement du site, c'était en tout cas l'installation de ces infrastructures sociales de base. Mais sur le terrain, il n'en est rien. Baïsila Khouma, ex-agent des eaux et forêts, interrogé par le quotidien, est sans embâche. Dans 15 ans, les maisons seront ensevelies. Et il a parfaitement raison. Ça, ce n'était pas une zone en tout cas, c'était une zone non édificante. Pas pour des habitations. Donc, les dunes de sable dans 15 ans, et c'est un spécialiste qui parle, qui a travaillé sur la question, qui a été agent des eaux et forêts, qui me dit que dans 15 ans, ces maisons-là, et ça va commencer, ces maisons seront ensevelies de dunes de sable. Parce que ce n'est pas pour une habitation. Donc, je pense que la bande de Filao, aujourd'hui, le président peut arrêter tout ça parce que c'est une forêt. C'est lui seul, le président, qui peut déclasser en tout cas le site. Donc il n'a qu'à arrêter les déclassements. En tout cas, même s'il doit y avoir déclassement, ça doit être aménagé de telle sorte que en tout cas l'environnement soit respecté. Sous la pression démographique, la bande de Filao de Guédiawaye étouffe. Et maintenant, c'est la course le long de la VDN. Et le portrait du jour, Meissa Wade, professeur d'anglais qui a fait ses débuts à Kolda avant de rejoindre Kaolack pour se rapprocher de sa famille. Particularité, son combat pour recouvrer 15 mois d'arriérés de salaire. Son portrait nous est dressé par Abdourahman Li. Meissa Wade est professeur d'anglais au CEM SAM à Kaolack. Il a fait ses premiers pas à Kolda après un concours direct en 2001. Sur les 14 retenus sur les 268 candidats, Wade était le 14e. Après ma formation au niveau de l'école normale supérieure, je suis devenu 5e. Donc, je suis sorti de l'école normale supérieure en 2004, devenu professeur titulaire en 2004 et affecté au CM de Dabo, dans l'Ian de Kolda. Natif de Louga devenu Kaolackois, Meissa Wade a connu son épouse dans le Saloum durant son affectation dans cette localité. Mais M. Wade était malgré tout loin de sa femme et de son enfant qui vivait en ville. S'imposent alors des démarches pour être plus proche d'eux. J'ai rencontré mon inspecteur collègue Alun Ndiaye, avec qui nous étions ensemble à l'école normale supérieure. Je l'ai rencontré une fois, je l'ai demandé, comme je suis là avec ma petite famille et que Socé est un peu loin de Kaolack-Ville, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir un poste au niveau de Kaolack commune? Il m'a dit que M. Wade, je vais chercher. Il m'a trouvé un poste au CM Serigne Bassirou Mbacké de Ndorom. Il m'a donné un ordre de service. J'ai pris service et j'ai commencé à enseigner. Le bonheur ne vient jamais seul. Au bout de 3 mois de service, c'est un désaccord inexplicable jusqu'à aujourd'hui qui sépare le professeur d'anglais de son supérieur hiérarchique principal du CEM Bassirou Mbacké. Un jour, je suis sorti de ma classe de 6e B, un cours d'anglais. Le principal me dit que M. Wade, j'ai besoin de vous. Je suis venu répondre à son appel. Il me dit que où est l'emploi-temps que je t'avais remis? Je lui dis, monsieur le principal, voilà l'emploi-temps que vous m'avez remis. Il me dit que je vous retire l'emploi-temps. Je lui dis, soit. Monsieur le principal, quelles sont vos raisons qui vous ont poussé de me retirer mon emploi-temps? Il me dit, référez-vous à l'inspection. Je lui dis, non, monsieur le principal. Avant l'inspection, vous êtes mon supérieur hiérarchique direct. Dites-moi vos raisons qui vous ont poussé de me retirer mon emploi-temps. C'est que moi, en venant ici à l'école, j'étais muni d'un acte administratif. Ça veut dire un ordre de service signé par l'inspecteur d'académie de Kaolack. Si vous voulez me faire cesser mes prestations, présentez-moi un autre acte administratif. Il m'a dit que M. Wade, je n'ai pas d'acte administratif. Un manque de papier administratif qui dérange Wade au plus haut point. Mais l'histoire ne s'en limite pas à cela et ressemble plus à un cauchemar pour lui. Mais Wade apprend qu'il est resté 15 mois sans salaire. Il lui est reproché un abandon de poste. Alors qu'il n'y a pas d'abandon de poste. C'est le principal qui m'a demandé d'arrêter mes prestations et m'a forcé par la force de sortir de l'école. La suite des événements, Khadijatou Diallo, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé une lettre
à la direction de la solde demandant qu'on suspende le salaire de M. Wade. Alors que Khadijatou Diallo, administrativement parlant, n'a même pas l'habilité de suspendre le salaire d'un professeur titulaire. Parce que moi, je suis un professeur titulaire. Et la solde, donc l'a suivi dans sa lettre, ils ont suspendu mon salaire. C'était de février 2017 jusqu'en juin 2018. Plus de 5 millions de francs CFA, c'est ce qu'ils réclament à la direction de la solde. Sans se limiter à de simples réclamations, ils présentent l'affaire aux autorités compétentes, documents à l'appui. J'ai suivi le recours administratif parce que j'ai été à la direction des études et législation du contentieux, qui est un démembrement de la fonction publique qui gère ces problèmes-là. Quand il y a suspension, c'est ce démembrement de la fonction publique qui gère la situation. Si la faute s'avère, donc l'agent va directement vers la radiation. Si la faute n'est pas avérée, l'agent doit bénéficier de ce qu'on appelle une autorisation de reprise de service. C'est ce que j'ai bénéficié. Regardez, là, c'est une autorisation de reprise de service signée par Madame ministre de la fonction publique. Ce qui lui a permis de reprendre service, mais toujours sans ces 5 millions. De l'argent que cet enseignant dans le moyen secondaire continue de réclamer après moult démarches. Entrepreneuriat et leadership dans le mouridisme, c'est le thème des grandes conférences ce soir à 21h sur ITV. Pour en parler, Imam Biram Pouy reçoit Serigne Maktar Sarr et Serigne Bamba Seck. Très bonne soirée sur ITV et à demain.